La plupart des gens découvrent qu'ils ont un foie gras par accident. Ils ne réalisent même pas qu'ils en souffrent. Ils peuvent se sentir un peu léthargiques, ils peuvent se sentir fatigués, ils peuvent avoir un petit ventre, mais cela ne les fait pas vraiment se sentir d'une certaine manière jusqu'à ce qu'ils commencent à réaliser qu'ils ne traitent plus les glucides aussi bien qu'avant. Ils prennent du gras plus facilement. Ils semblent avoir un tour de taille plus important, même s'ils ne prennent pas nécessairement beaucoup de graisse abdominale sous-cutanée et flasque. Voici 3 choses que je veux que vous gardiez à l'esprit pendant que nous parcourons cela, car il existe des moyens de lutter contre cela et c'est absolument réversible. C'est une chose très réelle. Tout d'abord, le foie gras est rarement un problème isolé. Deuxièmement, il n'est pas causé par une seule mauvaise habitude et n'est pas résolu par une seule astuce simple. Et troisièmement, la solution est plus structurée et prévisible que la plupart des gens ne le pensent. C'est en fait assez simple. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez quelle est la véritable force motrice derrière le foie gras et pourquoi de nombreuses stratégies ne font guère bouger les choses, mais nous pouvons y remédier de manière très claire avec des phases très distinctes. Donc la façon dont je veux aborder cette vidéo est simple, je vais la diviser en 4 phases. La phase 1 consiste à arrêter ce qui cause le foie gras en premier lieu, l'insulinorésistance et l'inflammation qui pousse la graisse dans le foie. Ensuite, elle y a de la phase 2 et ce qui se passe une fois que cette pression diminue. Et c'est là que le corps commence à extraire la graisse du foie grâce à des choses comme le mouvement, un mouvement approprié, un bon rythme de consommation de protéines, des fibres, un peu de synchronisation des repas et de l'entraînement. Et puis la phase 3 est celle où nous mettons en place des stratégies alimentaires. Ce sont les choses qui font vraiment bouger les choses une fois que les bases sont en place. Par exemple, comment nous synchronisons certaines graisses, comme l'huile d'olive, comment nous ajoutons des fibres, et tout ce débat autour des différents types de sucre et aussi quels aliments accélèrent le processus. La phase 4 concerne davantage la manière de prévenir son retour. Donc les bonnes stratégies de style de vie, le sommeil, le rythme circadien, toutes ces choses qui aident le foie à rester en bonne santé. À la fin, je vais partager une stratégie d'entraînement spécifique qui m'a aidé à réduire ma graisse viscérale à presque 0%. C'est de quelque chose que j'ai appris d'experts dans le domaine, donc nous y arriverons dans quelques minutes. Commençons donc par la phase 1. Nous devons vraiment arrêter les véritables moteurs de ce problème en premier lieu. Le foie gras ne commence pas par la graisse, il commence par l'insulinorésistance. Une revue publiée dans Diabetes Spectrum l'a clairement indiqué. Les auteurs ont expliqué que l'insulinorésistance est impliquée non seulement dans le développement du foie gras non alcoolique, mais aussi dans sa progression de la simple accumulation de graisse à l'inflammation, à la fibrose et éventuellement même à la cirrhose et peut-être au cancer du foie. Et ce que cela nous dit, c'est que lorsque les cellules cessent de réagir correctement à l'insuline, le glucose reste plus longtemps dans le sang et ce glucose doit être géré. Et l'un des endroits où il est presque toujours certain d'être détourné est le foie et c'est là qu'il est converti en graisse. En même temps, l'insulinorésistance bloque la lipolyse qui est la mobilisation des graisses, donc la graisse entre plus vite et part plus lentement. Eh bien, faites le calcul, n'est-ce pas? C'est pourquoi la phase 1 ne concerne pas vraiment une série de pratiques supplémentaires avancées ou quoi que ce soit d'agressif. Il s'agit de supprimer la pression qui pousse la graisse dans le foie en premier lieu. Nous devons en quelque sorte trier cela et je vous promets que cela fera une grande différence. Et donc le moyen le plus rapide de le faire, aussi peu sophistiqué que cela puisse paraître, est de réduire les gâteaux, les tartes, les sucres transformés et les glucides raffinés, car une consommation plus faible de sucre réduit ses pics de glucose. Cela réduit la demande d'insuline et, avec le temps, cela réduit la signalisation inflammatoire. Cela va donc faire en sorte que moins d'interférences statiques perturbent l'insuline dans son travail. Et une fois que cette pression commence à diminuer, l'ajout des bons aliments et le timing sont réellement importants. C'est là que les oméga 3 interviennent spécifiquement. Une méta-analyse publiée dans Gastroenterology Research a examiné 10 essais randomisés avec plus de 500 personnes atteintes de stéatose hépatique. La supplémentation en oméga 3 a significativement réduit
la graisse hépatique et améliorer la GGT, qui est un marqueur associé au stress et à l'inflammation du foie. Ce qui se passe, c'est que les oméga 3 activent un régulateur de l'oxydation des graisses appelé PPAR. Ils réduisent également la signalisation inflammatoire, ce qui améliore la sensibilité à l'insuline. C'est donc un double avantage. Nous faisons vraiment deux choses à la fois. Et moins de graisse est poussée dans le foie et plus de graisse est brûlée. Je veux dire, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous freinons et brûlons les graisses. En même temps, le mouvement commence à aider parce que nous sommes maintenant dans un état où nous pouvons réellement brûler cette graisse hépatique. Et une déclaration publiée dans Sports Medicine a montré que seulement 135 minutes par semaine d'exercice aérobique d'intensité modérée peuvent réduire la graisse hépatique. Des volumes plus élevés, environ 150 à 240 minutes, étaient associés à des réductions de l'ordre de 2 à 4%. Il ne s'agit donc pas d'écraser des entraînements, il s'agit simplement d'un flux métabolique constant. Comme une marche d'intensité modérée sur un tapis roulant pendant, vous savez, 20 minutes par jour peut avoir un impact énorme sur un foie gras. Mais il y a des habitudes de soutien que nous devons examiner et un type d'entraînement spécifique dont je vais parler dans un instant. Mais nous sommes aussi, si nous faisons cela à jeun, dans une situation propice pour puiser dans la graisse entourant notre foie et notre graisse viscérale. Comme l'ont dit les plus grands experts en graisse viscérale, la graisse viscérale répond au stress de manière positive et négative. Mais dans une situation stressante, nous brûlons en fait plus lorsque nous ne mangeons pas. Donc cela nous aide et nous nuit. Donc si nous créons un certain stress comme un sauna, un jeûne, du cardio à jeun, cela puise dans cette graisse viscérale qui est aussi de la graisse hépatique. Avant d'aller plus loin, il y a une habitude de soutien qui prépare vraiment le terrain. Boire de l'eau. Que le foie joue un rôle central dans le traitement des déchets et l'exportation des graisses via notre bile. Si nous ne sommes pas hydratés, nous ne pouvons pas soutenir ce processus et nous entravons donc en fait la sensibilité à l'insuline plus largement. L'hydratation ne corrige pas le foie gras à elle seule, mais elle aide en fait tout à mieux fonctionner. C'est assez intéressant car le foie est un centre de désintoxication. Nous devons nous hydrater. La phase 1 est simple par conception. Il s'agit de réduire l'insulinorésistance, de calmer l'inflammation, d'arrêter d'alimenter le problème. Ensuite, nous passons à la phase 2 qui consiste à activer la perte de graisse hépatique. Une fois que l'insulinorésistance et l'inflammation commencent à diminuer, le corps devient réellement réceptif. Et je sais que c'est frustrant parce que la première partie était si ennuyeuse, mais c'est là que la graisse hépatique commence réellement à bouger. Les protéines sont très importantes ici. Les protéines augmentent la satiété, ce dont nous parlons tout le temps. Elles stimulent le GLP-1. Elles soutiennent la masse maigre. Elles augmentent la demande métabolique. Elles améliorent la gestion des graisses à long terme. Les protéines, à tout point de vue, sont un avantage. Mais les fibres sont en fait plus importantes ici que les gens ne le pensent. Une analyse dans BMC Gastroenterology a utilisé une grande quantité de données NHANES et a trouvé une relation inverse entre les fibres alimentaires et la stéatose hépatique, ce qui est un terme sophistiqué pour le foie gras. Les fibres ralentissent l'absorption des glucides, ce qui stabilise l'insuline, et lorsque vous stabilisez l'insuline, vous avez moins de graisse qui s'accumulent dans le foie. Elles se lient également aux graisses et au cholestérol pour les éliminer par les déchets. Nous absorbons donc moins de calories et c'est là que le jeûne et le timing entrent en jeu. Parce que c'est vraiment important, il y a eu un essai clinique randomisé dans Cell Métabolisme qui a examiné des adultes atteints de foie gras et les a fait suivre un jeûne alterné seulement de l'exercice ou les deux pendant 3 mois. Le jeûne seul a réduit la teneur en graisse intrahépatique de 2,25%. L'exercice seul a aidé, mais la combinaison des deux, ça produit la plus grande réduction qui était en fait supérieure à 5%. Donc cela a plus que doublé en faisant du jeûne et de l'exercice. Le point clé n'est pas le calendrier de jeûne spécifique, mais plutôt la fenêtre métabolique.
Mais nous pouvons jouer un peu avec le timing. Par exemple, des périodes plus longues sans nourriture augmentent la lipolyse, cela améliore la sensibilité à l'insuline, cela diminue l'inflammation et le jeûne augmente également l'hormone de croissance, ce qui améliore encore la dégradation des graisses. Et à mesure que l'activité augmente, l'entraînement en résistance devient super critique, surtout si vous jeûnez pour préserver le muscle. Il y a eu une grande méta-analyse de réseau dans Scientific Reports qui a examiné 43 études, 2000 personnes atteintes de foie gras. Ils ont constaté que la combinaison de l'entraînement aérobique et de la résistance produisait les plus grandes améliorations des triglycérides et du cholestérol LDL, ce qui est important. Maintenant, l'entraînement aérobique avait l'effet le plus fort sur l'ALT, tandis que l'entraînement en résistance avait l'effet le plus fort sur l'AST, donc les deux choses que nous mesurons lorsque nous examinons nos enzymes hépatiques. Différents stresseurs nous donnent différents avantages, tout comme avec l'alimentation, différents styles de jeûne nous donnent différents avantages. Je recommanderais de sauter le dîner et d'être dans un état de jeûne profond le matin lorsque vous faites votre exercice. Mais il y a une grande question qui se pose lorsque nous examinons ces études. Les calories sont contrôlées, elles sont à parier. Alors, qu'est-ce qui extrait plus efficacement la graisse du foie? Et avec cela, nous devons examiner des stratégies alimentaires spécifiques. Outre le simple fait de se débarrasser des aliments transformés dont nous parlons, nous devons réellement devenir spécifiques avec les choses. Mais avant d'aborder cela, une façon dont j'ai aidé à réduire les aliments transformés dans ma maison est de remplacer une partie des cochonneries par de meilleures choses. Voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et qui a aidé des personnes qui me sont très chères parce que cela vous permet d'obtenir des aliments savoureux qui ont été vérifiés, n'est-ce pas, c'est pas? Donc, moins de cochonneries transformées, plus de choses de type aliments entiers, même des choses qui peuvent être dans votre garde-manger mais pas chargées de tous les ingrédients bizarres et néfastes. Vous voulez rechercher des sources qui sont très strictes sur le type d'aliments qu'elles mettent sur leurs étagères. Réorganiser votre cuisine et réorganiser votre garde-manger est un excellent point de départ si vous essayez simplement d'améliorer votre santé. Il y a un débat intéressant sur ce qui est le mieux pour réduire un foie gras, les graisses monoinsaturées ou les fibres. Il y a en fait une nuance intéressante ici. Un essai contrôlé randomisé a été publié dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism et a examiné des personnes atteintes de prédiabète suivant des régimes hypocaloriques appariés pendant 12 semaines. Ils ont donné à un groupe de grande quantité d'huile d'olive et à l'autre de grande quantité de fibres. Seul le groupe à forte teneur en graisse monoinsaturée d'huile d'olive a montré une énorme réduction de la graisse hépatique, 18%. Cela semble donc être mieux que les fibres, mais un autre essai dans Diabetes Care a étudié des personnes atteintes de diabète de type 2 pendant 8 semaines. Le groupe huile d'olive dans celui-ci a vu des réductions de graisse hépatique d'environ 25 à 29%, tandis que les régimes à base de fibres ont montré des changements beaucoup plus faibles. Mais il y avait une limitation majeure. Les régimes riches en acides gras monoinsaturés étaient également plus faibles en glucides. Donc essentiellement, ce que ces personnes ont fait dans ces études, c'est qu'elles ont dit que les graisses monoinsaturées sont incroyables pour le foie gras. Et elles le sont, mais ce qu'elles réalisent, c'est que lorsqu'elles ajoutaient des calories d'huile d'olive, elles retiraient en fait des calories des glucides, alors que les groupes de fibres des régimes ne retiraient pas vraiment de glucides. Donc on pourrait penser que les fibres sont excellentes, mais parce que les glucides étaient si importants, elles ne réduisaient pas le foie gras. Et elles ont donc accidentellement découvert, en ajoutant de l'huile d'olive, que, attendez une minute, elles réduisaient les glucides et perdaient significativement plus de graisse hépatique. La question devient donc, était-ce la graisse ou était-ce la charge d'insuline plus faible qui faisait vraiment la magie ici? Mais une troisième étude nous a aidé à clarifier cela. Cette étude a été publiée dans BMJ Open Diabetes. Il s'agissait d'un régime riche en huile d'olive comparé à un régime multifactoriel contenant des fibres, de l'huile d'olive, des oméga 3, des polyphénols. Les deux avaient des calories et des macronutriments similaires.
Les deux ont réduit la graisse hépatique, mais le régime multifactoriel l'a réduite d'environ 40% par rapport aux 19 à 25% de l'huile d'olive seule. La leçon n'est donc pas les graisses monoinsaturées ou les fibres. Ouais, c'est que l'empilement de signaux complémentaires comme les fibres et l'huile d'olive en présence de moins de glucides fonctionne incroyablement bien, et c'est là que certains aliments deviennent des outils puissants. Ce sont comme des super aliments pour le foie gras, comme l'ail est un bon exemple. Comme toutes ces choses méditerranéennes, il y a eu un RCT publié dans Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, qui a donné à des personnes atteintes de foie gras 800 mg d'ail pendant 15 semaines. Plus de la moitié des personnes du groupe ail ont montré des améliorations du foie gras à l'échographie, contre 15% dans le groupe placebo. Et surtout, ces résultats sont restés valables même après ajustement pour le poids et les calories. Mécaniquement, l'ail contient des composés organosoufrés. Nous avons l'allicine et l'ajoène. Non, ce sont des composés qui régulent à la baisse les voies inflammatoires. Vous avez le facteur nucléaire kappa-B, vous avez la JNK, mais vous activez également cette voie antioxydante appelée NRF2. Donc, lorsque le foie est soumis à moins de stress inflammatoire, il peut mieux se réparer et le foie gras disparaît davantage. Le café fonctionne bien, mais il fonctionne un peu différemment. Avec le café, il y a une méta-analyse dans les Annals of Hepatology qui a examiné plus de 10 études épidémiologiques et a constaté que les personnes qui buvaient du café avaient un risque 23% plus faible de développer un foie gras. Mais ils ont également constaté que les personnes qui avaient déjà un foie gras avaient un risque 32% plus faible de progresser vers la fibrose. Donc, au-delà des antioxydants, la caféine elle-même inhibe la signalisation fibrotique dans le foie du foie gras en progression. C'est comme si nous avions une chance, le café est bon pour nous, il nous aide à prévenir le foie gras. Il prévient ces choses qui causent réellement la cicatrisation, c'est donc énorme. Le café ne réduit pas seulement l'accumulation de graisse, il empêche en fait le foie de durcir avec le temps et de causer réellement un problème. Et puis, nous avons les canneberges. Celles-ci ciblent un angle légèrement différent, n'est-ce pas? Nous avons un essai clinique randomisé qui a été publié dans BMC Complementary Medicine. Il a donné à des personnes atteintes de stéatose hépatique, soit une capsule de canneberge, soit un placebo pendant 6 mois. Et le groupe canneberge a montré des réductions beaucoup plus importantes de la stéatose hépatique, ainsi que des niveaux d'insuline et de résistance à l'insuline beaucoup plus faibles. Il y a un composé dans les canneberges appelé pterostilbène. Celui-ci active le PPAR-alpha, ce qui augmente la bêta-oxydation ou la combustion des graisses et réduit l'accumulation de triglycérides ou de graisse dans le foie. Et aussi, en améliorant la sensibilité à l'insuline, vous réduisez également l'un des principaux moteurs de l'accumulation de graisse hépatique. Et puis, si nous revenons à l'huile d'olive, nous pouvons comprendre pourquoi l'huile d'olive nous aide tant. Et juste pour récapituler jusqu'à présent, nous avons l'ail, nous avons l'huile d'olive, nous avons les canneberges, nous avons le café. Maintenant, nous allons assembler tout cela, mais je veux m'assurer que nous sommes tous sur la bonne voie ici. Une revue a été publiée qui a examiné comment l'huile d'olive extra vierge affecte la santé du foie au niveau cellulaire. Les auteurs de cet article ont constaté qu'elle activait cette voie NRF2 et qu'elle préservait essentiellement la structure du foie. Donc elle réduit réellement le stress dans le foie et préserve le foie pour qu'il soit dans sa forme naturelle. Et puis nous ajoutons de la protéine de lactosérum au mélange, cela promet beaucoup, en particulier dans certains de ces premiers modèles expérimentaux. Une étude publiée dans Lipids in Health and Disease a révélé que la supplémentation en protéines de lactosérum réduisait les triglycérides hépatiques. Elle réduisait l'ALT et l'AST. Elle réduisait le stress oxydatif, augmentait les niveaux de glutathion et améliorait la résistance à l'insuline. On essaie toujours de comprendre pourquoi cela pourrait être juste une question de récupération. Il y a aussi le jus de betterave. C'était une étude intéressante dans Biomolécules. Elle a examiner les lésions hépatiques chez les rats. C'était un modèle rongeur, mais elle a révélé que le jus de betterave réduisait le stress oxydatif réduisait l'inflammation et réduisait les dommages cellulaires, puis était lié à un niveau plus élevé de signalisation NRF2. Donc, plus d'antioxydants protègent à nouveau le foie. Il y a donc tous ces angles différents, n'est-ce pas? Il y a l'angle métabolique et puis il y a l'angle de la charge toxique.
et l'incapacité du foie à éliminer ces choses. Lorsque nous aidons le foie peut réellement mieux faire son travail et le métabolisme fonctionne mieux et c'est comme un cycle positif complet. Mais maintenant, nous passons à la phase 4 qui est de savoir comment éviter que cela ne revienne. C'est celle qui détermine si tous ces progrès perdurent ou s'ils s'effondrent, simplement nous ramenant à la case départ. D'accord ? Parce qu'un foie gras ne revient généralement pas parce que quelqu'un a cessé de s'en soucier, il revient lorsque la résistance à l'insuline, l'inflammation et tout le stress métabolique s'insinuent à nouveau dans nos vies. Donc même si l'alimentation et l'exercice semblent plutôt bons en surface, ces choses peuvent revenir. Et encore une fois, je vais parler de cette astuce d'entraînement spécifique que j'ai mise en œuvre, mais la phase 4 concerne davantage la protection de ce que vous avez déjà réparé. L'un des plus forts prédicteurs du retour du foie gras est la qualité du sommeil. Une étude intéressante publiée dans un journal de sommeil assez important a examiné plus de 5000 personnes et a révélé que les mauvais comportements de sommeil comme des heures de coucher tardives, même les siestes diurnes, étaient tous associés à un risque plus élevé de troubles métaboliques et de stéatose hépatique. Mais ils ont trouvé une chose vraiment intéressante, ils ont également constaté que même une amélioration modérée de la qualité du sommeil était associée à une réduction de 29% du risque de stéatose hépatique. Donc, ce qui se passe au niveau cellulaire, c'est qu'un mauvais sommeil augmente l'inflammation et aggrave la résistance à l'insuline. D'accord ? Notre sommeil profond et notre sommeil paradoxal régulent notre sensibilité à l'insuline. Vous pouvez devenir temporairement résistant à l'insuline après une nuit de mauvais sommeil, donc cela se produit de manière aiguë. Imaginez ce qui se passe si c'est continuel. Et si le sommeil est perturbé, l'environnement hépatique revient lentement vers le stockage des graisses, même si les choix alimentaires ne sont pas si mauvais. Et vous associez cela au stress qui a tendance à coïncider avec un mauvais sommeil. Une étude publiée dans Scientific Reports a examiné près de 170 000 personnes et a constaté que les personnes ayant le stress perçu le plus élevé avaient un risque 17% plus élevé de développer un foie gras que celles ayant le stress perçu le plus faible. Le stress chronique élève le cortisol. Le cortisol pousse les glucocorticoïdes vers les récepteurs des graisses pour stocker plus de graisse, augmente le glucose sanguin, il stimule la formation de graisse, l'hypogénèse de novo, dans le foie. Il écrase la sensibilité des récepteurs à l'insuline, vous rendant plus insulino-résistant. Il encourage également cette alimentation émotionnelle, ces choses qui annulent tout ce pour quoi nous avons travaillé. Donc, encore une fois, la phase 4 ne consiste pas à éliminer comme par magie le stress, et à dormir comme un bébé, mais plutôt à empêcher le cortisol de devenir un signal constant, des choses comme ça. Il existe des moyens de réduire le cortisol, par exemple, une simple mise à la terre, mettre vos pieds sur l'herbe et vous mettre à la terre a un énorme effet sur le cortisol. Des tests de cortisol salivaire le montrent. Il y a quelque chose à propos de la connexion. Nous savons que le bain de nature est une réalité pour le stress, mais même le simple fait de connecter vos pieds à la terre fait une différence. Une autre chose est que 3 grammes de glycine peuvent être extrêmement utiles ici. La glycine agit comme un neurotransmetteur, nous calme, fait une très grande différence. Aussi le sauna ou le contraste, comme faire un sauna puis sauter dans une douche froide pendant 30 secondes. C'est cette résilience du système nerveux que nous devons avoir pour pouvoir gérer le stress contrôlé afin que le stress régulier n'envahisse pas nos vies. Maintenant, le rythme circadien est un élément souvent négligé, c'est très important pour le cortisol. Nous avons des données de la UK Biobank qui ont été publiées et qui ont examiné les travailleurs de jour et les travailleurs postés, et ils ont constaté que les travailleurs postés irréguliers et permanents de nuit avaient des niveaux de graisse hépatique beaucoup plus élevés. Même après ajustement pour de nombreux facteurs, les travailleurs postés permanents de nuit ne se sont pas adaptés au risque. C'est dommage si vous êtes dans cette position, mais ce que cela nous dit, c'est que le corps est biologiquement conçu, n'est-ce pas, pour ne pas être dans cette situation. Donc, le dérèglement circadien lui-même joue un rôle pathogène dans le foie gras. Le timing devient donc tout aussi important que le contenu, voire plus. Autant que possible, des heures de sommeil et de réveil constantes, manger dans une fenêtre quotidienne prévisible, éviter les repas tardifs, s'exposer à la lumière dès le matin ou dans
l'heure suivant le réveil. Ces signaux maintiennent la sensibilité à l'insuline, ils maintiennent le métabolisme des graisses, ils maintiennent la fonction hépatique alignée. C'est ce dont nous avons besoin. Nous en avons besoin alignés pour que les progrès que nous obtenons des phases 1 à 3 ne disparaissent pas parce que nous sommes désalignés. Et maintenant, nous pouvons devenir un peu étranges ici, car il existe également des outils avancés qui peuvent renforcer le même modèle que nous avons observé. Une étude publiée dans le JAMA a examiné un peptide appelé thésamoréline chez des personnes qui avaient un excès de graisse viscérale. Sur 6 mois, ce peptide thésamoréline a en fait réduit la graisse viscérale et la graisse hépatique. C'est un peptide très intéressant, c'est un analogue de l'hormone de libération de l'hormone de croissance qui augmente les niveaux d'hormones de croissance. Écoutez-moi bien, je ne me contente pas de plaider en sa faveur, c'est juste fascinant et cela nous apprend différentes choses, n'est-ce pas? Parce que l'hormone de croissance augmente la lipolyse et réduit la lipogenèse, le stockage des graisses, et elle diminue l'inflammation et l'insulinorésistance en réduisant la graisse viscérale. Et donc, ce n'est pas une idée générale de style de vie, mais cela renforce la même chose. Lorsque les signaux hormonaux se déplacent vers la dégradation des graisses et s'éloignent de la dominance chronique de l'insuline et du cortisol, la graisse hépatique diminue et reste basse. Maintenant, avant que je ne vous parle de la stratégie d'entraînement que je recommande et que j'ai essayé, récapitulons car je pense que cela pourrait vous aider à tout assembler très rapidement. La phase 1 consiste à arrêter le déséquilibre, n'est-ce pas? À réduire la charge d'insuline, à réduire les glucides, à calmer l'inflammation pour que la graisse ne soit pas poussée dans le foie en premier lieu. La phase 2 consiste à changer le sens du flux, donc à créer des conditions où le corps pourrait réellement commencer à extraire la graisse, cardio à jeun, mouvement, protéines, fibres, graisses monoinsaturées, jeûne et entraînement en résistance. Point final, la phase 3 consistait à superposer spécifiquement des stratégies alimentaires. Rien d'extrême, mais des graisses monoinsaturées, des oméga 3, de l'huile d'olive. D'accord. Et la phase 4 consistait à empêcher les progrès de revenir en arrière, n'est-ce pas? Donc, à protéger votre sommeil, à utiliser des choses comme la glycine, des choses comme la mise à la terre, des choses comme le 5-HTP, la théanine pour calmer et réduire le cortisol. Que fais-je maintenant pour le cardio? Ceci est basé sur des conseils d'experts. Très intéressant, il s'avère que la graisse viscérale, y compris le foie gras, répond très bien à des séances de haute intensité courtes qui ne provoquent pas de stress excessif. Nous parlons de 30 secondes à haute intensité, 30 à 60 secondes de repos, 5 à 7 séries de cela, 3 à 4 fois par semaine. Nous parlons d'entraînement court, c'est tellement l'opposé de ce que nous pensions être le cas, c'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour la graisse viscérale en ce qui concerne l'activité. Si vous regardez les études, l'entraînement en résistance est excellent pour la santé métabolique, mais il ne fait guère de différence pour la graisse viscérale. Ce sont les intervalles de haute intensité. Mais ce que nous avons découvert encore plus, c'est que l'entraînement par intervalle combiné au cardio continu fait plus que doubler l'impact. Donc 3 à 4 jours par semaine, vous faites des intervalles de haute intensité, rameur, assault bike, course, tout ce qui vous convient. Puis 2 à 3 jours par semaine, vous faites 30 minutes de zone 2. Ce que cela fait, c'est d'aider votre corps à devenir bon dans l'oxydation des graisses afin que, lorsque vous faites l'entraînement par intervalle de haute intensité par la suite, vous continuiez à brûler les graisses. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la consommation d'oxygène post-exercice. Donc c'est quand vous terminez un entraînement difficile que vous continuez à brûler des graisses pendant un certain temps après. Donc, si vous entraînez votre corps à être vraiment bon pour brûler les graisses, cela fait qu'après avoir fait le travail de haute intensité et que vous signalez à la graisse abdominale, à la graisse viscérale et au foie gras de diminuer, vous continuez réellement à brûler après. Même si vous êtes assis à ne rien faire, vous devez faire ces deux choses, pas le même jour, vous devez entraîner votre corps à les faire. Donc, j'ai en fait moins couru sur de longues distances, j'ai fait moins de cardio continu et j'ai en fait simplement fait des intervalles de haute intensité quelques jours par semaine, du cardio continu d'un certain type quelques jours par semaine et puis je m'entraîne les autres jours. Alors, je peux vous dire que cela a fait une différence significative dans mon tour de taille et je suis déjà mince. Il y a en fait un phénomène où vous pouvez être mince
et avoir une quantité décente de graisse viscérale. Et cela m'arrive. Cela arrive à tout le monde, donc j'ai remarqué que ma taille diminue réellement. C'est une vraie chose. Le tour de taille, il y a le moyen le plus précis de mesurer la graisse viscérale ou même le foie gras sans une analyse DEXA. Si cette analyse change la façon dont vous voyez votre santé et la façon dont vous traitez votre corps, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons la science qui a été négligée pour vous aider à bâtir un avenir plus fort. Commencez à planter les graines de la santé dès aujourd'hui. La prochaine avancée en matière de bien-être sera bientôt révélée.